L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires.
et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer, mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Tu viens d'arriver à ton endroit préféré sur une plage déserte. C'est tellement calme ici que tu commences à t'assoupir. Mais quand tu ouvres les yeux, c'est le choc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie maison là qui vient d'apparaître sur le rivage? On dirait un peu le début d'un roman de science-fiction, mais pas si tu vis près de cette plage du Salvador. On y trouve une maison abandonnée qui semble mystérieusement avoir été rejetée par les flots. Comment cette villa est-elle arrivée là? Et comment est-ce que personne ne l'avait remarquée jusqu'ici? Cette énigmatique bâtisse se trouve à 60 km au sud de San Salvador, la capitale du Salvador. Les habitants disent que la maison était autrefois un hôtel, portant le nom de Puerto Ventura. À l'époque de sa construction, son principal attrait était le fait qu'il se trouvait vraiment très proche de la mer. Malheureusement, les contremaîtres ont dû faire quelques erreurs. Une raison à cela, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un permis de construire officiel. L'hôtel était trop proche de l'eau et dangereusement exposé aux éléments. Cette villa, de style romain, se trouve à présent à seulement 15 mètres du bord de la mer lorsque la marée est basse. On ne peut y accéder que le matin. Car plus tard dans la journée, les marées remplissent complètement le rez-de-chaussée d'eau salée. Cet hôtel de 2 étages n'est désormais plus qu'une ruine.
Sa façade est très impressionnante avec ses piliers à la romaine. Elle possède aussi de grandes fenêtres au deuxième étage. Tu peux encore voir des parties de la structure en métal, ainsi de ce qu'il reste de la porte d'entrée du deuxième étage. Il y a des gradins au sommet du bâtiment, les touristes viennent parfois s'y asseoir. De plus en plus de personnes parcourent la zone pour prendre des photos, même si arpenter la maison est un peu dangereux. On ignore depuis combien de temps elle se trouve là où elle est aujourd'hui. Mais certains des habitants affirment que ça fait au moins 20 ans. La plupart des gens ignoraient son existence jusqu'à sa découverte par un utilisateur de TikTok en 2021. Mais cela ne répond pas à la question. Comment l'hôtel s'est-il retrouvé à cet endroit? C'est là que les choses deviennent un peu floues. Tandis que certains habitants prétendent que le bâtiment a été abandonné il y a des décennies, d'autres affirment qu'il a été déserté après le passage de l'ouragan Mitch dans la région en 1998. L'ouragan Mitch fut l'un des phénomènes météorologiques les plus violents jamais enregistrés en Amérique centrale. Pendant la tempête, les vents ont soufflé à une vitesse de 290 km/h. Et l'ouragan a duré environ 15 heures. Il a également causé d'immenses averses et par suite, il y a eu des inondations et de nombreux glissements de terrain. Étant construit si près du littoral, l'ancien hôtel avait peu de chances de résister à ces conditions météorologiques extrêmes. Et il aura été littéralement entraîné. Après un moment passé sous le soleil brûlant, tu rêveras peut-être de boules de neige rejetées sur le rivage. Tu sais, pour que la température baisse un peu. Je ne plaisante pas. Cet étrange phénomène naturel s'est bel et bien produit en 2016. Une étendue d'environ 18 km le long de la côte du golfe de l'Ob, en Sibérie occidentale, a été recouverte par d'énormes boules de neige. À cause des basses températures, des petits morceaux de glace ont commencé à se former dans l'eau. Ensuite, le vent et les vagues les ont roulés et transformés en de gigantesques boules de neige. Certaines d'entre elles faisaient la taille de balles de tennis, mais d'autres faisaient jusqu'à 1 mètre de large. En 2012, une moto Harley-Davidson Night Train de 2004 est arrivée sur le rivage d'une plage de Colombie-Britannique. Elle avait été soigneusement placée à l'intérieur d'un conteneur de transport. Cela a pris du temps, mais on a fini par retrouver son propriétaire. Il s'appelait Ikuo Yokoyama. Et il avait perdu sa moto après le tsunami qui a frappé le Japon le 11 mars 2011. Pour arriver à sa destination finale, cette Harley-Davidson a parcouru plus de 6500 km. Pour célébrer son voyage et son arrivée, Yokoyama a fait don de la moto au musée Harley-Davidson de Milwaukee. Elle y est exposée depuis, des fois que tu voudrais la voir. Ce phénomène étrange te donnera l'impression que quelqu'un a renversé du liquide vaisselle sur la plage. Mais cela arrive souvent dans le Queensland. L'écume de mer y recouvre complètement le rivage plusieurs fois par an. Cela se produit surtout après une tempête, lorsque les vagues de l'océan déplacent la matière organique dissoute dans l'eau. En gros, c'est comme une machine à glace géante. Après le cyclone Debbie en mars 2017, certaines plages ont dû être fermées en raison des énormes quantités d'écume blanche. Le vent a même emporté une partie de cette écume dans les villes voisines, faisant croire aux habitants qu'il neigeait. Serais-tu surpris de voir un dé en métal rouillé de 2 mètres sur 2 échouer sur la plage de ton patelin? Parce qu'en 2017, les habitants de Cœur d'Allen, dans l'Idaho, l'ont certainement été. Il s'avère qu'il s'agissait d'un vieux réservoir de stockage. Quelqu'un avait décidé de l'embellir un peu en ajoutant des taches blanches pour le faire ressembler à un dé. En 1992, des milliers de canards en caoutchouc ont été échoués en mer après que le grand porte-conteneur qui les transportait ait été frappé par une vague. Comme tu peux l'imaginer, les canards ont commencé à apparaître dans le monde entier, à Hawaï, en Alaska, en Amérique du Sud, en Australie, en Europe et même dans l'Arctique. On estime que quelques centaines de ces canards en caoutchouc malchanceux errent encore dans les océans. Fait intéressant, ils se sont révélés très utiles pour les scientifiques. En se basant sur leurs mouvements, les chercheurs ont pu suivre les directions des courants marins. Si tu aimes les dinosaures, tu seras heureux d'apprendre que les océans peuvent aussi rejeter des fossiles sur la terre ferme. En 2018, une grande mâchoire de dinosaure est apparue à Lilstock Beach dans le Somerset en Angleterre. Elle appartenait à un dinosaure appelé Ichthyosaurus. Grâce à cela, les scientifiques ont pu faire une découverte impressionnante. Avant, ils pensaient que l'Ichthyosaurus pouvait atteindre une longueur maximale d'environ 21 mètres. Mais après avoir étudié cette mâchoire, ils ont dû recalculer la taille de la créature. Et ils ont conclu que l'Ichthyosaurus pouvait mesurer jusqu'à 26 mètres. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs de l'histoire de notre planète.
Ils vivaient presque partout sur le globe, sauf près des pôles. Comment le savons-nous ? Parce que des dents de mégalodons apparaissent encore aujourd'hui de temps en temps sur les plages. L'une de ces dents stupéfiantes, qui mesurait bien plus de 50 cm, a été découverte dans une rivière en Croatie. Comme ces créatures ont disparu depuis environ 3 millions d'années, leurs dents sont très prisées par les collectionneurs de fossiles. Un bonhomme Lego géant échoué sur un rivage, je n'aurais jamais cru entendre parler d'une telle chose. Pourtant, il s'avère que cela n'est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a eu 4 de ces bonhommes Lego géants au total, chacun mesurant environ 2,40 m. L'un d'eux a été trouvé en Angleterre et un autre aux Pays-Bas, tandis que les 2 autres sont apparus en Floride et en Californie. Il ne s'agissait sûrement pas d'une coïncidence, et après quelques recherches, les gens ont découvert qu'un artiste néerlandais était derrière tout cela. Il s'agissait de l'œuvre d'un certain Ego Leonard. Un court-métrage a même été réalisé sur le sujet. Il porte le titre de No Real Than You Are. Cette phrase était écrite sur chacun des 4 bonhommes Lego envoyés en mer. En 2012, un paquet de plus de 50 lettres a été retrouvé sur la plage d'Atlantic Island dans le New Jersey. Cela s'est produit peu après le passage de l'ouragan Sandy dans la région. Un garçon de 14 ans a trouvé les lettres et les a données à sa mère. Elle en a été tellement émue qu'elle a décidé de les faire sécher soigneusement et de les rendre à leur propriétaire. Ces lettres avaient été écrites par 2 personnes nommées Dorothy et Lynn. Elles étaient datées de 1942 à 1948. La dernière fut écrite une semaine avant leur mariage. Avec l'aide d'un site de généalogie en ligne, la femme a réussi à joindre Dorothy et lui a remis son courrier à 88 ans. Elle vivait désormais dans une maison de retraite. J'ai pris de petites vacances et je suis parti à New York. Ah, la grosse pomme! La ville où vivent plus de 8 millions de personnes. La patrie de Broadway, de l'Empire State Building, de Central Park et de la Statue de la Liberté. Lady Liberty est arrivée de France aux États-Unis en 1885, en plus de 300 pièces détachées de cuivre et avec des instructions, assemblage nécessaire, piles non incluses. C'était en fait un cadeau des Français aux Américains, mais ces derniers ont dû préparer eux-mêmes le piédestal pour l'accueillir. À la place de New York, la statue aurait pu se retrouver à Baltimore, Philadelphie, Boston ou même San Francisco. Toutes ces villes étaient prêtes à payer la construction si elles obtenaient la statue. Mais les New-Yorkais la voulaient aussi. Ils ont lancé une campagne de collecte de fonds et ont réussi à rassembler la somme nécessaire. Ainsi, la statue a officiellement élu domicile à New York en 1886, où elle réside toujours. Désolé, Philadelphie. Bref, la Statue de la Liberté était la première étape de mon séjour et j'étais très excité. Mais j'étais loin de me douter de ce qui allait suivre. Jour 1. Je suis arrivé à New York et la première chose à faire est de prendre le ferry pour Liberty Island. Je la voyais déjà au loin au milieu du port. Lorsque le ferry s'est approché de la statue, tous les gens ont commencé à faire des photos. Je n'ai pas fait exception. J'ai demandé à quelqu'un de prendre une photo de moi, je me suis détourné de la statue, j'ai regardé vers l'appareil photo et j'ai souri. Mais le type a eu l'air choqué. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il n'a rien pu dire. Il a juste montré du doigt la statue. Ou plutôt, l'endroit où elle se trouvait. La statue avait tout simplement disparu. Il a dit qu'elle était là, mais que la seconde d'après, elle s'était évaporée. D'autres personnes l'ont vue aussi et ont commencé à se demander ce qui s'était passé, mais personne n'en avait la moindre idée. Nous avons quand même atteint le quai et sommes descendus du ferry. J'avais l'impression que ce n'était qu'un tour de magie, mais apparemment, ce n'en était pas un. La Statue de la Liberté avait bel et bien disparu et son piédestal était totalement vide. Bien sûr, certaines personnes sont montées dessus en prétendant être la statue et en se faisant prendre en photo. Très vite, les autorités sont arrivées et n'ont laissé personne quitter l'île. Ils ont dit qu'ils voulaient faire une enquête et arrêter le voleur, puisqu'il devait toujours se trouver là. Comme s'il était possible de voler la Statue de la Liberté. Ils ont interrogé chaque personne sur l'île. Nous y avons passé toute la journée et à la fin, ils ont dû nous laisser partir. Qui avait la Statue de la Liberté cachée dans ses poches? Jour 2. On nageait en plein délire. Alors j'ai décidé de rester un peu à New York pour voir comment la situation allait évoluer. Bien sûr, le matin, c'est dans tous les journaux, tous les magazines et sur tous les plateaux télé. Toutes les bannières de Times Square montrent les photos de la statue avec des titres comme « M'avez-vous aperçu ? La Statue de la Liberté a disparu » et même des titres dramatiques comme «
Le vol du siècle, la Statue de la Liberté a été volée. Toute la ville fait le deuil de cette perte. Il y a un nombre fou de personnes habillées en bleu-vert, comme la patine de la statue, portant des toges et la couronne souvenir en mousse de Miss Liberty. D'ailleurs, les magasins de souvenirs sont tous en rupture de stock, et il en va de même pour toutes ces mini-statues de la Liberté en plastique. J'essaie d'éviter Instagram ou tout autre réseau social. Tout le monde publie des photos de la statue avec un emoji en pleurs et un cœur brisé. Internet s'est transformé en un grand mémorial. Le soir, l'Empire State Building est éclairé en bleu-vert en l'honneur de la statue disparue. Jour 5. La ville de New York est encore plus bondée maintenant. Il semble que toute l'Amérique soit venue pour vérifier que la statue avait réellement disparu et qu'il ne s'agit pas d'un canular sur Internet, comme si nous avions besoin d'un autre de ces canulars. Maintenant, le quai de Manhattan, d'où partait le ferry pour aller à Liberty Island, est surpeuplé. De nombreux fans habillés en bleu-vert, qui me font honnêtement un peu peur, restent là toute la journée en attendant que la statue revienne d'une manière ou d'une autre. Personne n'a le droit d'aller à Liberty Island. Les meilleurs détectives du monde ont été dépêchés sur place pour enquêter sur cette affaire, essayant de comprendre ce qui a pu se passer. Jour 10. La France a officiellement annoncé qu'elle allait fabriquer une nouvelle statue de la Liberté pour New York. C'est très gentil de sa part, mais les gens continuent de pleurer en disant qu'aucune nouvelle statue ne peut remplacer l'original que l'on aimait tant. Tu te souviens qu'en 1885, d'autres villes comme Boston et Philadelphie voulaient obtenir la statue. Eh bien maintenant, ils accusent New York d'avoir perdu une statue de 46 mètres de haut, pesant 204 000 kg, affirmant que cela ne serait jamais arrivé si la statue avait été placée chez eux. Ce qui, honnêtement, semble absurde. Par ailleurs, savais-tu qu'il y a d'autres statues de la Liberté dans le monde ? Il en existe une version plus petite qui a été offerte par les citoyens américains à la France quelques années après que l'original ait été installé à New York. Ce petit monument d'à peine 11 mètres de haut se trouve près du pont de Grenelle à Paris, ou plutôt se trouvait jusqu'à il y a quelques jours. Pour réconforter les Américains, la France a envoyé la petite copie de Paris à New York et ils l'ont mise sur le piédestal à la place de celle qui a disparu. Mais étant donné que celle-ci est plus de 10 fois plus petite que l'original, elle a l'air un peu ridicule. Enfin, on peut supposer que les New-Yorkais ne peuvent pas s'imaginer New York sans leur statue, même s'il ne s'agit que d'une réplique. Il y a aussi à Paris une copie grandeur nature de la torche de Lady Liberty. Eh bien, celle-ci aussi a été transportée à New York et placée sur Liberty Island comme monument. Pendant ce temps, les propriétaires du New York Hotel and Casino de Las Vegas restent étonnamment silencieux, essayant de rester discrets quant à cette histoire de statue. Jour 20. Le monde a lancé une énorme campagne de collecte de fonds pour réunir la somme nécessaire à la nouvelle statue de la Liberté. C'est allé très vite. Il n'a fallu que 2 heures et 47 minutes pour réunir les 100 millions de dollars nécessaires. Près de 2 milliards de personnes de presque tous les pays du monde ont fait des dons. La construction va commencer dans 2 semaines à Paris, comme au bon vieux temps. Ensuite, elle sera à nouveau transportée aux États-Unis. Boston insiste toujours sur le fait qu'on ne peut plus faire confiance à New York avec cette statue. Mais ils ne parviendront pas à convaincre le monde car cette petite réplique sur le piédestal a toujours l'air rigolote. À partir d'aujourd'hui, les touristes sont de nouveau autorisés à se rendre sur Liberty Island pour la première fois depuis l'incident. Il semble que tout New York veuille visiter l'île désormais. Alors les autorités ont dû y instaurer une file d'attente numérique. Tous les billets pour les 2 prochains mois ont déjà été réservés en moins de 10 minutes. Vu les 8 millions de New-Yorkais et les plus de 250 millions de touristes que la ville de New York accueille chaque année, j'estime que je pourrais revisiter l'île lors de la prochaine décennie. Jour 31. Incroyable nouvelle, je n'arrive pas à y croire. La Statue de la Liberté, l'original, est de retour. On dit qu'elle est réapparue au milieu de la nuit. La petite réplique se trouve maintenant à côté du piédestal et l'original est à sa place légitime. J'avais besoin de la voir, alors je me suis précipité au port, comme tout le monde à New York. Oui, elle est vraiment de retour. Personne ne sait encore ce qui s'est passé. Les grands esprits du monde entier n'arrivent toujours pas à résoudre le mystère. David Copperfield a un alibi en béton. Mais si tu veux mon avis, je pense que la statue est partie toute seule.
Peut-être qu'elle avait simplement besoin de vacances. Je l'imagine en train de se détendre sur une plage d'Amérique centrale. On ne peut pas lui en vouloir. Rester là pendant plus de 100 ans, sans un seul jour de repos, demeurant de marbre malgré tous ces gens qui la prennent constamment en photo, ce n'est pas tous les jours facile. Je suis content qu'elle ait pris de petites vacances. Peut-être que nous ne la perdrons pas avant 15 autres décennies. Nous étions tous inquiets, mais elle est là, comme si de rien n'était. Détendez-vous les amis, je suis de retour. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert cache un joli secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs poussent de nulle part. C'est pour ça qu'on l'appelle le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol en attendant juste un peu de pluie. Quand le désert reçoit assez d'eau, environ 200 types de fleurs poussent. Les sables de l'Atacama se parent alors de violet, de blanc, de vert et de rose. Un autre phénomène que l'on peut observer dans le désert est la cascade de sable. Quand le vent pousse beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. S'il y en a vraiment beaucoup, cela crée une cascade de sable, comme en Arabie Saoudite. Elle ressemble aux chutes du Niagara, mais sans eau. Les locaux disent que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Les ronds de sorcières, aussi connus sous le nom de cercles des fées ou encore mycélium annulaire, sont de mystérieux cercles de champignons qui apparaissent dans les prairies et zones forestières. La raison pour laquelle ces cercles parfaits apparaissent fait l'objet de nombreux débats. Certaines superstitions prétendent que la danse des fées brûlerait le sol, provoquant la croissance des champignons. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. De la pluie rouge. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y a déjà eu aussi des pluies d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. En pleine mousson, une pluie rouge s'est mise à tomber périodiquement, et ce, sur plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie était teintée par de la poussière ou par des algues, donc évite d'en attraper des gouttes sur ta langue. Les scientifiques ne savent pas comment ces algues ont pu arriver là. Cela rend de tels événements un peu troublants. Les personnes qui vivent dans la vallée de Hesdalen, en Norvège, voient souvent des lumières de couleur blanche, jaune et rouge flotter dans le ciel. Elles apparaissent de jour comme de nuit. Dans les années 80, elles ont été observées 15 à 20 fois en une seule semaine. Ces lumières peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure. Elles semblent littéralement se balancer dans les airs. Certains scientifiques pensent que la raison de ce phénomène est due à de la poussière de fer ionisée. D'autres disent qu'il s'agit d'une combustion mêlant sodium, oxygène et hydrogène. Beaucoup de gens prétendent qu'il s'agit simplement d'avions. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares à voir, car il faut des conditions météo parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent s'allier pour créer ces étranges rouleaux. Tout part d'une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche doit se trouver de la glace ou de la neige poudreuse. Une brise assez forte peut alors décoller cette neige et la faire rouler jusqu'en bas d'une colline, comme une boule de neige. Ces rouleaux peuvent faire la taille d'une balle de baseball ou même d'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Ces anneaux ne restent pas en place très longtemps, alors fais vite une photo. Savais-tu qu'il existe un endroit sur Terre doté de son propre écosystème et de sa propre atmosphère ? La grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée close dans l'obscurité totale pendant 5,5 millions d'années. Ce n'est que lorsque des ouvriers l'ont découverte, alors qu'ils cherchaient un endroit où construire, qu'elle a vu le jour. Les scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert qu'un écosystème totalement viable et unique se développait à l'intérieur. En creusant un chemin à travers la roche et en passant par de nombreux tunnels, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfureuse qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère terrestre. Inutile de dire que cet air est toxique. Mais le plus fou, c'est que cette grotte abritait tout un écosystème, avec 33 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait exister sur d'autres planètes avec des atmosphères complètement différentes.
Le simple fait qu'elle ait existé sur Terre pendant tout ce temps, sans que personne ne le sache, est plutôt incroyable, n'est-ce pas? Regarde ces arbres, ce sont des figuiers à caoutchouc. Leurs fortes racines ne poussent pas sous terre, mais à la surface. À l'aide de tuteurs et d'attaches spéciales, les gens ont appris à contrôler la manière dont poussent ces racines. Imagine que l'un de ces arbres se trouve à côté d'une fosse où tu veux bâtir un pont. Il suffit de diriger ses racines dans la direction souhaitée. Avec le temps, les racines pénètrent dans le sol et se renforcent sous les averses incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont. Voici un autre arbre étonnant appelé l'arbre de vie. Il pousse dans le désert de Bahreïn. Cet arbre se tient au sommet d'une dune de sable depuis plus de 400 ans, au milieu de nulle part. Il fait extrêmement chaud ici et il n'y a pas d'humidité. Mais malgré tout, l'arbre a des feuilles vertes et il continue de pousser. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore compris d'où il tire son humidité et ses nutriments. Il n'y a que des puits de pétrole tout autour. Les habitants de la région pensent que cet arbre est sacré. Après tout, il démontre la magie de la vie et le pouvoir de la nature. Certains experts sont sûrs que tout vient de ses racines. Elles sont si profondes qu'elles peuvent atteindre des sources lointaines. Imagine que tu as conduit toute la nuit. Tu n'as pas dormi et ton esprit commence à divaguer. Tu arrêtes la voiture et tu sors te dégourdir les jambes. Tu regardes alors le ciel et vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel? Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 boules brillantes dans le ciel. Non, tu n'hallucines pas. C'est ce qu'on appelle une parélie ou faux soleil. Cela se produit surtout pendant les fortes gelées. De petits cristaux de glace flottant dans le ciel déforment la lumière. C'est pour cela que tu penses voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est officiellement appelé un halo. Habituellement, il s'agit souvent d'un cercle autour du Soleil. Ce phénomène peut également se produire la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire pour voir un halo lumineux apparaître autour. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. Plus il y a de glace dans l'air, plus la lumière sera déformée, un peu comme dans une pièce pleine de miroirs. Un halo peut même prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut se produire. Alors que tu regardes l'horizon, le soleil semble se lever, puis il commence à se dissoudre dans le ciel et il fait de nouveau nuit. Et c'est seulement 1 minute plus tard que le vrai soleil apparaît enfin. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu avec les 3 soleils, sauf que là, la lumière est courbée verticalement et pas horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans les cristaux de glace qui est apparu. Mais il existe bien un lever de soleil montrant 3 étoiles à l'horizon. Pas sur Terre, mais à 340 années-lumière de là. Il y a un système stellaire au centre duquel se cache une étoile presque 2 fois plus grande que le Soleil, avec 2 petites étoiles en orbite autour d'elle. Ce système étrange compte aussi une planète. Les levées et couchers de soleil s'y produisent donc avec 3 étoiles. Si tu organisais un rencard sur un banc pour regarder un coucher de soleil, ça devrait très bien se passer. Et puisque nous parlons des phénomènes naturels les plus déroutants, qu'en est-il de la neige dans un désert ? Durant l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'un des endroits les plus chauds et secs de notre planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige sur le sable. À certains endroits, cette couche de neige atteignait une épaisseur de près de 40 cm. Les météorologues ont trouvé une explication à ce phénomène. Ils ont dit que les masses d'air froid, combinées aux dernières précipitations, avaient entraîné une chute de neige au lieu d'une simple pluie. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas? Des chameaux de neige? Il faut 1 ou 2 bosses. Tu arrives sous le soleil de Californie et tu vas faire une randonnée dans les montagnes de Santa Lucia. Là-bas, tu as une sensation étrange et désagréable, comme si quelqu'un t'observait. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. C'est alors que tu regardes le sommet des montagnes devant toi et ton cœur fait un bond. Sur les sommets, tu peux voir la silhouette d'un gigantesque humanoïde. Ses bras sont tendus et un magnifique arc-en-ciel l'entoure. Cette mystérieuse silhouette est entièrement vêtue de noir. Tu ne peux pas distinguer d'expression faciale ou de détails, mais tu peux le voir bouger. Puis, il disparaît sous tes yeux. Félicitations, tu viens d'être témoin des Dark Watchers, un phénomène qui terrifie les randonneurs dans les montagnes californiennes depuis plus de 300 ans.
Même aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas donner une explication précise à ces mystérieuses apparitions. Ce que nous savons, c'est que c'est complètement naturel. Enfin, probablement. Une théorie prétend qu'il n'y a pas de silhouette du tout. Le cerveau humain imagine simplement des images créées par les ombres que les nuages projettent sur les montagnes. Au fil des siècles, les gens partagent des histoires sur cette légende et leur esprit commence à leur donner forme en construisant des images reconnaissables. La même chose peut arriver, comme par exemple lorsque tu vois les contours d'un visage humain sur un morceau de pain grillé ou la forme d'un chien dans un nuage qui passe. L'explication scientifique la plus acceptée est ce que l'on appelle un spectre de Brocken. C'est lorsque la lumière du soleil est déformée par des gouttelettes de brume ou des nuages. Cela explique l'arc-en-ciel qui entoure ces figures. Quant à l'ombre, ce n'est que la tienne qui est étirée et projetée sur les montagnes devant toi. Après tout, ces figures apparaissent généralement lorsque le soleil est derrière le témoin. Naturel ou pas, les mystérieux personnages qui disparaissent te font mourir de peur. Tu te diriges donc vers l'est et tu te retrouves dans le désert. Le soleil brûlant s'abat sur ton dos. Il n'y a rien sur des centaines de kilomètres à la ronde. Difficile de croire que cette plaine desséchée et sans vie était autrefois le fond d'un lac. Tu vois une longue trace dans le sable, comme si quelqu'un poussait ou tirait quelque chose de très lourd sur le sol. Tu suis l'étrange piste et à la fin tu trouves une énorme pierre. Pourquoi quelqu'un traînerait-il un rocher aussi lourd au milieu du désert ? Mais rien ni personne n'a touché cette pierre. Elle a bougé toute seule. C'est un phénomène appelé pierre mouvante. Chaque hiver, la glace recouvre le sol ici. Quand un vent assez fort souffle, les pierres commencent à bouger sur cette surface glissante. Une fois la glace fondue, il ne reste plus qu'un sentier sinueux derrière une seule pierre solitaire. Eh bien, pour nous soulager du soleil brûlant de la Californie, dirigeons-nous vers l'Antarctique. Neige, glace et encore un soleil éclatant. Ouais, c'est un désert aussi. La lumière est presque aveuglante. Tu plisses les yeux et au loin, tu vois quelque chose de rouge qui se détache de tout ce blanc infini. En t'approchant, tu réalises que c'est une chute d'eau, une sinistre cascade rouge qui s'écoule du glacier. Des éclaboussures volent dans toutes les directions et tachent la neige blanche. Ne t'inquiète pas, ces prétendus Blood Falls, cascades de sang, ne sont rien de ce genre. Il y a des millions d'années, je n'étais pas là, un glacier s'est formé au-dessus d'une étendue d'eau et a bloqué son accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Puis le lac a réussi à percer le glacier avec un petit filet d'eau. Lorsque cette eau salée à forte teneur en fer rencontre l'oxygène, elle crée cette couleur rouille écarlate. C'est la seule chute d'eau de ce type au monde. Maintenant, dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, les habitants entendent un étrange bourdonnement tous les jours. Mais pas tous. Pour une raison quelconque, seulement 2% des résidents peuvent entendre ce son. Certaines théories avancent que c'est dû à l'acoustique inhabituelle de cet endroit. D'autres y voient une étrange hallucination auditive, voire quelque chose de plus sinistre. Des sons inexplicables se produisent également sur d'autres mondes. En 2020, le rover martien a enregistré un étrange bourdonnement en provenance de la planète rouge. Il s'agit d'un bourdonnement calme et continu qui fluctue parfois à cause des tremblements de terre sur Mars. De retour sur Terre, nous nous dirigeons vers les chaudes forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Tu vois un arbre qui a l'air d'avoir été recouvert de peinture. Mais l'eucalyptus arc-en-ciel a été peint par la nature elle-même. Son écorce insolite change de couleur au fil du temps, comme un kaléidoscope. Elle commence par un vert vif, puis devient rouge, orange, violette et enfin brune. Puis, le cycle coloré recommence. La foudre en boule est l'un des plus grands mystères de la nature. Il s'agit d'une sphère lumineuse bleue, orange ou jaune qui apparaît pendant un orage. De nombreux témoins disent entendre un sifflement accompagné d'une forte odeur. La première mention de ce genre de phénomène décrivait un éclair qui traversait une fenêtre et disparaissait. Comme dans tous les mystères, les scientifiques ne peuvent pas en expliquer la cause exacte. Une théorie populaire veut que la foudre ordinaire frappe le sol et provoque une réaction entre l'oxygène et les éléments vaporisés du sol. La foudre en boule se produit souvent lors de tremblements de terre où elle prend généralement la forme d'une flamme bleue qui sort du sol. Ce phénomène se produit partout dans le monde, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à le photographier. Il y a un volcan extrêmement inhabituel à Java. Si tu y vas la nuit, tu verras une flamme bleue électrique brûler depuis le sol, ainsi que de la lave bleu vif qui s'échappe.
C'est incroyablement chaud, mais ce n'est pas vraiment de la lave. Ce bleu étrange provient du dioxyde de soufre qui s'échappe des crevasses du volcan et s'enflamme. Il se condense également sous forme liquide et ressemble à de la lave bleue qui s'écoule. Dès que tu arrives dans le désert du Namib, tu remarques immédiatement quelque chose de très étrange. Parmi les prairies sèches, on trouve des cercles de terre presque parfaits où rien ne pousse. Ces énormes poids sont appelés des cercles de fées. Et tu l'as deviné, personne ne sait vraiment ce qui les provoque. Le principal suspect est un termite qui mangerait l'herbe autour de sa colonie souterraine. Cela pourrait également expliquer les différentes tailles de ces cercles. Les insectes continuent à manger alors que la colonie s'étend vers l'extérieur, mais ils s'arrêtent avant d'empiéter sur une colonie voisine. Les zones où l'on voit de l'herbe constituent une sorte de frontière entre les différentes populations de termites. Voilà ce que dit la théorie. En route pour le lac Ilié en Australie. Tes yeux ne te trompent pas. Oui, ce lac est rose comme un chewing-gum. Et on peut se baigner dedans en toute sécurité. La flaque rose géante est un lac salé, et il n'est pas le seul de son genre dans le monde. Les lacs salés sont roses à cause d'une sorte d'algues et d'autres micro-organismes qui les habitent. Ils produisent un pigment rouge pour se protéger du soleil. Ce qui est unique dans le lac Ilié, c'est que l'eau reste rose même si tu la mets dans un verre, et elle reste rose vif toute l'année. On ne peut pas en dire autant des autres lacs roses. Le Japon abrite l'un des volcans actifs les plus célèbres du monde. Il est particulier car il crée un phénomène naturel incroyable, un orage volcanique. Le volcan crache régulièrement un nuage noir de fumée, de cendres et d'éclairs. Lors d'un orage ordinaire, les cristaux de glace entrent en collision les uns avec les autres et provoquent une décharge, créant ainsi des éclairs. Dans ce genre d'orage, ce sont les particules de cendres volcaniques qui entrent en collision à la place de la glace. Une nuit paisible sur la plage, les vagues s'échouent sur le rivage et brillent d'un bleu fluo. Mais ce n'est pas l'eau qui brille, ce sont les créatures qui habitent dedans. Ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Le plancton et les algues émettent cette lueur lorsque les vagues les dérangent. Certains poissons, calmars et crustacés peuvent également émettre une lumière fluo pour attirer leur proie. Pas le temps de se promener sur le rivage pour profiter de ce spectacle lumineux naturel. Dépêche-toi, on se dirige vers la haute mer. Il n'y a pas de tempête ou de vent du tout. C'est pourquoi il est si surprenant de voir une énorme vague, haute comme 5 étages, balayer brusquement les eaux calmes. Elle a failli renverser le bateau, mais à peine arrivée, elle disparaît en un instant. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce danger imprévisible et encore inexpliqué s'appelle une vague scélérate. Une théorie sur la façon dont elle se forme est que la surface de la mer rencontre un vent violent de face. Mais souviens-toi, tu n'as pas senti le vent souffler. Théorie numéro 2 et la plus connue, différentes vagues se combinent pour en former une grande. C'est ce qu'on appelle le vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes les vagues, il y en aura une qui absorbera l'énergie des autres comme un vampire. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, elle se libère sous la forme d'une vague géante. Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi. Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le rocher des 3 baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long. Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvrait. Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille. Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017.
De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes. Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut. Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912, il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine d'Anticythère est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île d'Anticythère. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique. Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticythère et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche. Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase. On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses. La découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée.
Qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas encore pénétré dans certaines zones du tombeau. Les archéologues sont très réticents à ouvrir le site, car toute la zone est instable. Il pourrait y avoir quelque chose d'étonnant à l'intérieur, mais personne ne veut risquer de perdre un morceau d'histoire si étonnant. Bientôt, les chercheurs enverront de minuscules robots dans les tombes, encore scellées, pour avoir une meilleure idée de ce qui se trouve à l'intérieur. En attendant, les archéologues doivent attendre un peu plus longtemps pour en connaître les secrets. Dans le sud du Costa Rica, on a découvert une collection de mystérieuses sphères de pierre. Il y en a plus de 300, dispersées dans le paysage, et certaines font presque 2 mètres de diamètre. Personne ne sait à quoi elles servent, ni comment elles ont été créées. Ce que l'on sait, c'est que le matériau avec lequel elles ont été fabriquées est du gabbro, une roche volcanique. Il aurait fallu beaucoup de temps et d'efforts pour sculpter les pierres dans ces formes sphériques parfaites. Les chercheurs pensent qu'elles ont pu être fabriquées par une population aujourd'hui disparue qui n'aurait utilisé qu'à peine quelques outils. La théorie la plus crédible est qu'ils se sont servis de petites pierres pour ciseler les bords des rochers avant d'utiliser du sable pour lisser les faces. Certains pensent qu'elles ont une fonction astronomique ou même qu'elles ont servi de marqueur pour indiquer le chemin vers quelque chose, mais personne n'en sait davantage. Leur signification s'est perdue avec la civilisation qui les a créées. Au large de la pointe sud du Japon et à 120 km de Taïwan se trouve la formation de Yonaguni. Un plongeur local a remarqué ces formations pour la première fois en 1986, alors qu'il cherchait de nouveaux sites de plongée pour y emmener les touristes. En voyant les grandes marches qui ressemblaient à une pyramide, il a cru découvrir une ville sous-marine. Certains archéologues pensent que les structures pourraient être les signes d'une civilisation légendaire du Pacifique, comme l'Atlantide, qui a disparu sous les vagues il y a des milliers d'années. Il y a aussi des marques sur la pierre suggérant un travail d'excavation. Certaines personnes ont même affirmé que des motifs d'humains et d'animaux avaient été gravés dans la pierre. Rien de tout cela n'est cependant étayé par des preuves tangibles. La plupart des experts pensent que la formation est naturelle et que la symétrie des roches a été exagérée. Elles ne sont pas aussi droites que ce qui a été rapporté et il semble que ce soit de la roche solide et naturelle plutôt que des blocs sculptés. En d'autres termes, la ressemblance avec une civilisation engloutie ne serait qu'une coïncidence. En Turquie, les archéologues pensaient avoir trouvé la plus ancienne architecture connue au monde, âgée de plus de 10 000 ans, selon les experts. Trouvés dans une zone qui abritait d'anciennes communautés agricoles, ces monolithes, qui pouvaient atteindre 5,50 m de haut, étaient probablement utilisés au cours de grands événements ou de rituels. Mais on ne sait pas grand-chose sur ces monolithes. Ces grandes structures de pierre semblent avoir une forme humaine avec des motifs d'animaux sculptés. Tout près, des chercheurs ont trouvé des traces d'habitation, ce qui suggère que ces étonnants monuments pourraient avoir marqué le début de l'avancée vers la civilisation moderne. Les artefacts de Kimbaya sont parmi les plus intéressants jamais découverts. Le plus curieux, c'est qu'ils ressemblent à des avions modernes. Ils ont une forme tellement aérodynamique que les scientifiques modernes pensent qu'ils pourraient avoir servi de maquette pour un avion fonctionnel. En 1994, 2 ingénieurs aéronautiques ont créé des modèles à plus grande échelle de ces artefacts. Ils ont prouvé que les modèles volent bel et bien avec un peu d'aide de nos moteurs modernes. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces objets ont peut-être des milliers d'années d'avance sur le premier avion des frères Wright. Encore un des mystères fascinants de notre monde. Un homme se promenait dans la forêt de County Park à Huntington, dans l'État de New York. En arrivant dans une petite clairière mystérieuse, il a trouvé des boîtes de conserve avec des restes de nourriture ainsi qu'une couverture sale sur le sol. Non loin, il y avait des branches cassées qu'on avait pliées en forme étrange. On aurait dit une cage. Et il y avait des feuilles de papier A4 accrochées à presque tous les arbres. On comptait environ 10 feuilles au total. Quelqu'un les avait négligemment collées au tronc avec du ruban adhésif. Sur toutes ces feuilles, il y avait des photos de personnes disparues et quelques informations sur leur disparition. La ville où la personne s'était volatilisée et le numéro de téléphone de la police locale. L'homme a pris peur et s'est enfui. Mais avant cela, il a tout filmé sur son téléphone. Il a posté la vidéo sur Internet et après ça, des utilisateurs de Reddit ont commencé à enquêter. Comme il s'est avéré, toutes ces personnes dont le visage figurait sur les affiches avaient réellement disparu. L'homme qui avait découvert cet endroit a appelé la police.
Heureusement, les agents ont rapidement trouvé la personne qui avait fait cela. Il avait organisé une fête d'Halloween et avait décidé d'accrocher ses portraits de personnes disparues pour créer une atmosphère effrayante. Il a retiré toutes les photos et la police a arrêté d'enquêter. Tu as déjà vu ces gens dans la rue qui tiennent une pancarte avec « Free Hugs » écrit dessus? C'est tellement mignon. Ils font tellement de bien aux gens. Et maintenant, imagine que tu te promènes dans une forêt sombre, seul au milieu du brouillard. Et quelque part dans les fourrés, tu remarques une petite maison grise. Elle est cachée par les feuillages et ressemble à l'entrée d'un bunker. Il n'y a pas de fenêtre, seulement une porte sombre qui ouvre sur l'obscurité. Et tu vois que quelqu'un a écrit « cabane à câlin gratuit » sur l'un des murs. Et non, ce n'est plus si mignon cette fois. On ignore l'emplacement exact de cette cabane, mais elle se trouve quelque part dans les forêts du Wisconsin. En fait, il n'y a rien de terrible à l'intérieur. Quelques ordures, des feuilles sèches, des toiles d'araignée et de la mousse. Des adolescents ou des sans-abri passent du temps dans cette cabane. Certains d'entre eux ont probablement beaucoup d'humour pour avoir eu l'idée d'écrire cette phrase sur le mur. Mais imagine si c'était une très vieille femme pâle et effrayante qui vivait là depuis des années. Elle t'attendrait à l'intérieur pour te serrer fort dans ses longs bras frêles. Nous sommes à Greenville, en Caroline du Sud. Il y a une forêt à côté de cette ville. Tu t'y rends et tu aperçois la silhouette d'un homme. C'est un grand clown sinistre. Tu te fiches de peur. Il se tient juste là, entre les arbres, et te regarde en souriant. Tes genoux tremblent, tu es en nage. Le clown lève la main et te demande d'approcher. Tu ne bouges pas, et le clown fait une grimace triste. Puis, il sort de l'argent de sa poche et te le montre. Tu reprends enfin le contrôle de ton corps et tu te précipites hors de la forêt aussi vite que tu peux. Le plus effrayant, c'est qu'il y a plusieurs clowns de ce genre dans les bois de Greenville. De nombreux habitants les ont vus errer parmi les arbres et attirer l'attention des gens avec des pointeurs laser verts. Heureusement, les gens ne s'en sont pas approchés. Ils se sont directement rendus au poste de police le plus proche. Les clowns attiraient les gens vers une maison abandonnée dans les bois. Les agents ont fouillé la bâtisse, mais n'y ont rien trouvé de suspect. Pourtant, les habitants préfèrent désormais éviter la forêt. Dans les forêts, il est possible non seulement de voir, mais aussi d'entendre des choses terrifiantes. Par exemple, tu entendras peut-être des gens crier. Ces cris sont impossibles à localiser et ne se produisent que la nuit. Ils pourront te rendre fou si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Les coyotes vivent dans les forêts de toute l'Amérique du Nord, du Canada et du Mexique. En hiver et au printemps, ces animaux hurlent et crient régulièrement. Même s'il n'y a qu'un seul coyote, tu auras l'impression de te trouver au milieu d'une véritable meute. La cause de cette illusion, c'est qu'il y a beaucoup de bruits différents dans une forêt. Des oiseaux, des mammifères, le bruit de la pluie, tout cela vient se mélanger aux hurlements du coyote et tu auras le sentiment que ces animaux sont partout. De plus, les coyotes peuvent modifier leur timbre et celui-ci te fera croire qu'il s'agit d'une personne. Mais à présent, laissons de côté ces choses effrayantes et allons enfin à la rencontre de quelque chose de beau dans les bois. Tu te trouves dans une grande clairière verdoyante au milieu d'une épaisse forêt. Tu t'approches d'un fourré et tu vois un trou entre les feuilles. Il n'est pas très grand, mais c'est une espèce d'entrée parfaitement ronde. On dirait qu'elle mène vers un pays magique. En fait, il s'agit de la création d'un célèbre artiste finlandais nommé Antti Latinen. Il a soigneusement coupé les feuilles et les branches des arbres afin de créer ce cercle parfait. Il a appelé son œuvre Broken Landscape. C'est un artiste très original et prolifique. Il travaille presque toujours avec l'environnement naturel. Il a par exemple découpé de petits cercles similaires ressemblant à des petits soleils dans les branches serrées d'arbres sans feuilles quelque part. Tu n'as pas besoin de voyager autour du monde pour voir ses œuvres. Tu trouveras facilement des photos du travail de cet artiste sur Internet. Rendons-nous maintenant dans les forêts vertes d'Écosse. En te promenant parmi les arbres et les buissons, tu apercevras des silhouettes humaines. Elles se tiennent immobiles, n'ont pas de visage et reflètent tout ce qui les entoure. Le célèbre sculpteur écossais Rob Mulholland a fabriqué ces statues en plexiglas. C'est un matériau spécial qui reflète la lumière comme un miroir. 6 de ces sculptures composent la grande installation nommée Vestige. Chaque silhouette a une posture différente. Elle reflète les arbres, les buissons et l'herbe, et se fondent ainsi dans la forêt. En été, quand tout est en fleurs,
les statues sont magnifiques. Mais au début du printemps ou à la fin de l'automne, elles ne reflètent que la grisaille et l'absence de vie, ce qui leur donne un air assez effrayant. L'intention du sculpteur était de montrer que les gens vivaient dans les forêts il y a de nombreuses années, au temps où l'humanité était plus proche de la nature. À cette époque, la survie dépendait de l'état des forêts. Et ces statues témoignent de l'unité de l'homme avec son environnement. Il existe une forêt étonnante dans le sud du Japon. Il n'y a rien de bizarre là-bas. C'est la forêt elle-même qui est étrange. Si tu la regardes depuis une certaine hauteur, tu remarqueras que les arbres y poussent en cercle concentrique. Ce phénomène se répète plusieurs fois. Plus tu te rapproches du centre de cette zone, plus les arbres sont proches les uns des autres. Dans la rangée extérieure, les arbres ne poussent pas très densément. Cela forme un dessin extrêmement mystérieux. Mais il ne s'agit pas d'une anomalie naturelle. C'est en réalité le résultat du travail des hommes. En 1973, des gens ont planté des arbres de façon à ce qu'ils donnent 10 cercles concentriques. L'idée principale de cette expérience était de découvrir ce qui se passerait si on faisait pousser des cèdres dans ces conditions si particulières. Les chercheurs ont appelé cet endroit la forêt expérimentale. Étonnamment, les arbres se sont mis à pousser de manière à se déployer de façon convexe et symétrique. Cela a démontré que l'espace entre les arbres affectait grandement leur croissance. Au départ, les scientifiques avaient prévu d'abattre les arbres une fois l'expérience terminée. Mais l'endroit est devenu très populaire auprès des touristes. Les gens adorent se promener le long de ces sentiers et prendre des photos à l'aide de drones. Notre découverte suivante se trouve aux États-Unis. Voici Vashon Highway, une autoroute qui passe au milieu d'une grande forêt. Dans ces forêts, tu trouveras un arbre très étrange. Un vélo rouge tout rouillé est coincé dans son tronc. On dirait qu'il a lui-même poussé dans le tronc et qu'il en fait partie. Seul son guidon et l'une de ses roues dépassent de l'écorce. Le vélo est lié à cet arbre depuis les années 50. Un jeune homme l'avait reçu en cadeau pour son anniversaire. Mais comme son guidon et ses roues ne lui plaisaient pas, il l'a abandonné près d'un buisson et n'est jamais revenu le chercher. Le buisson était en réalité un tout jeune arbre. Avec le temps, il a poussé autour de la structure de fer de la bicyclette. Lorsque les habitants l'ont découvert, ils ont décidé de ne pas retirer le vélo de l'arbre. Et ils ont bien fait, car cet endroit est devenu très populaire auprès des touristes.